Avouez-le, vous faites 10 choses à la fois et vous n'en terminez aucune. Sur votre smartphone, vous consultez vos mails, vous êtes sur les réseaux sociaux et vous envoyez des textos, probablement le tout en même temps, que ce soit à la maison ou au bureau, et peut-être même la première chose que vous faites au saut du lit. Bref, je suis désolée de vous le dire, mais vous êtes très probablement un hyperactif. Alors si vous voulez en parler ou réagir et poser des questions à notre invité, vous pouvez le faire au 0800 3x0 900. Je vous rassure, il y a de l'espoir. C'est Laurine Alessandre qui est notre invitée. Vous étiez là tout à l'heure. Laurine, bonjour. Bonjour. Rebonjour d'ailleurs. Merci d'être avec nous et de nous expliquer finalement ce qu'est qu'être hyperactif. Mais je vais rappeler quand même que vous êtes psychologue du travail. Vous êtes spécialisé dans les risques psychosociaux. Alors sommes-nous, oui ou non, une génération d'hyperactifs, Laurine ? Alors hyperactif, bon, il faut quand même un petit peu redéfinir ce que c'est être un hyperactif. Effectivement, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, c'est commencer plusieurs tâches à la fois sans vraiment les terminer. Voilà, donc hyperactif peut-être, hyper connecté, c'est sûr, en tout cas. Donc une génération d'hyperactifs, oui, qui va vraiment augmenter. Et puis ça concernera, comme je l'ai dit tout à l'heure, un salarié sur 3. Le stress numérique, hein, donc l'exposition, la surexposition au digital, hein, donc le smartphone, les écrans, les réseaux sociaux, voilà, ça peut entraîner... Alors des hyperactifs ou des hyperconnectés qui s'ignorent, parce que c'est un phénomène de société dont vous nous parlez là, Laurine, une société hyperconnectée qui est malade sans le savoir. Exactement, donc malade sans le savoir, oui et non aussi, hein, parce qu'on est tous conscients voilà, qu'on va de plus en plus utiliser cet outil-là qui est quand même l'avenir, je veux dire, et puis notre présent, donc c'est sûr. Mais par contre, il va falloir déconnecter à un moment donné, parce que sinon ça ne va pas être possible. Voilà. D'être dans l'hyperconnexion, on s'en oublie soi-même et c'est plus possible en plus. Alors c'est un phénomène de société qui est sournois, c'est lié à l'explosion d'Internet. Du digital, hein, bien sûr. Et puis surtout au drame du 11 septembre, hein, il y a 15 ans, on se rappelle. Alors, voilà, c'est-à-dire que ça a été un peu là le démarrage aussi d'Internet, hein, donc on va dire que la planète s'est rendue compte qu'on pouvait mourir... à tout instant. Et donc, il y a eu, avec l'arrivée d'Internet, donc des images voilà, qui ont été diffusées. Et puis, cette génération Y qui commençait à arriver. Et donc, il s'est dit, il faut qu'on vive, il faut qu'on voyage. Et il y a eu cette démocratisation aussi des voyages qui fait que on a le sentiment de vouloir vivre, de profiter de la vie à fond et de partager toute notre vie sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, pour se sentir vivant, il faut faire plein de choses. Voilà, il faut faire plein de choses, mais tout en étant une espèce de boulimique d'activité. Et donc, voilà, boulimique, c'est encore un terme pathologique, hein, je veux dire. Hein. C'est pas évident de pouvoir se couper parce que c'est une véritable addiction. Le numérique. Hein, ils vont être ravis, nos téléspectateurs. On a eu des réactions sur les réseaux sociaux. Laurine, la première, c'est Alexandre qui nous dit qu'il a fait un burn-out en 2014 et une rechute en 2015, le tout lié au stress professionnel et à l'hyperactivité. Alors lui, il se calme, hein, il se soigne en faisant du yoga, en faisant un peu comme il peut. Est-ce que Alexandre est un cas isolé ou finalement ça correspond bien à ce que vous venez de nous dire? Non, pas du tout. Mais déjà le burn-out, il y a autant de définitions de burn-out que de situations de travail, ça il faut le savoir. Hein. Ce qui est certain, c'est que le burn-out, c'est un épuisement à la fois physique et psychologique. Voilà, qui est accentué par les histoires de vie. Et donc forcément, si on rajoute encore plus des facteurs de stress comme le stress numérique, eh ben, on augmente notre exposition au burn-out. Hein. Le problème, c'est que aussi le temps professionnel et puis le temps personnel s'imbriquent. Et là, on n'arrive plus à couper, on distingue plus l'un de l'autre et ça devient très problématique. Exactement. J'ai quelques chiffres d'ailleurs par rapport à ça. C'est-à-dire que 67% des personnes reconnaissent être sollicitées par leur travail en dehors des horaires professionnels et à l'inverse, 62% indiquent régler leurs problèmes personnels pendant les heures de travail. Donc il y a une réelle confusion en fait entre le personnel, le professionnel. On ne sait plus où, quand cela se termine. Hein. Oui, ça devient du grand n'importe quoi. Ouais. Alors, on a Marwena qui, elle, régulièrement se met en grève des réseaux sociaux, du téléphone, de tout ce qui est écran. Et elle nous dit, rassurez-vous, on n'en meurt pas.
Mais j'ai l'impression que Marwena, elle est un peu isolée, un peu la seule à penser ça aujourd'hui. Non, je ne pense pas. Enfin, en tout cas, voilà, peut-être les personnes qui ont été surexposées à un moment donné ont eu ce besoin de se couper de tout ce digital. On a tous, je l'ai dit en introduction, notre téléphone à la main, on a tous tendance à consulter tout au long de la journée. C'est vrai qu'on a l'impression d'être seul au monde lorsqu'on n'a plus son téléphone à portée de main. Ah ben oui, on est seul au monde, voilà, parce que ça fait partie de notre vie. Mais par contre, on a des pathologies qui vont apparaître. Du coup, vous en avez parlé tout à l'heure, ça va favoriser le stress numérique. Complètement. Donc, la nomophobie, par exemple, est-ce que vous savez ce que c'est? Alors, pas du tout. Pas du tout. La nomophobie. Voilà, la nomophobie, alors qu'est-ce que c'est? C'est la phobie, la peur d'être séparé de son téléphone. Voilà. Donc ça existe, ce sont les nouvelles pathologies qui apparaissent par rapport au stress numérique. Et autre pathologie, la Ring City. Oula! Je suis sûre que vous êtes confrontés à ce genre de problème. C'est possible. Alors c'est le sentiment, la sensation d'avoir sans arrêt son téléphone qui vibre ou qui sonne dans sa poche. Oui. Voilà. Ouais. Donc ça, on a beaucoup de personnes, enfin pratiquement, je pense tous les actifs sont concernés par ça. Oui, alors quelqu'un de l'équipe dont je tairai le nom nous disait tout à l'heure que parfois elle était au téléphone et donc c'est une fille et elle le cherchait en même temps parce qu'elle ne savait plus où il était. Voilà. Donc c'est pas étonnant, non, c'est pas étonnant du tout ce genre de comportement, mais aussi le téléphone isole forcément. Ah ben voilà, vous voyez, il y a Marion qui nous dit qu'elle a l'impression que son téléphone sonne tout le temps. Donc elle, c'est la Ringsthésie. Là. La Ring City, oui. City, j'y étais presque. Bon, on va pas se saper le moral de tous nos téléspectateurs quand même. Laurine, il y a quand même des solutions, on est d'accord? Excusez-moi, c'est... Oui, bien sûr, il y a des solutions, mais déjà à un niveau individuel, c'est-à-dire qu'il faut savoir à un moment donné dire stop, couper, s'organiser dans son temps, dans le temps de sa journée, c'est-à-dire se dire à un moment donné, voilà, à telle heure, j'arrête de regarder les réseaux sociaux, j'arrête de manipuler mon téléphone ou l'ordinateur, etc. Et on se concentre... sa famille, ses amis, son entourage, ou soi-même. De toute façon, se recentrer sur soi, c'est important. Donc ça, c'est une hygiène de vie. Complètement. Alors, il y a d'autres solutions. Il y a la digital détox. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, la digital détox, c'est un phénomène qui est en train d'arriver. Donc, c'est le fait d'aller dans des endroits et de se mettre au vert, de toute façon, de se détoxifier l'organisme de toutes les toxines qu'on accumule. Parce que qui dit stress numérique dit stress, donc dit forcément... augmentation du cortisol qui est l'hormone aussi du stress. Et donc, le fait d'être éloigné de cette source de stress, on se détoxifie et on n'a plus accès ni aux réseaux sociaux, ni au téléphone, ni au portable, son portable ordinateur. D'accord, donc comme on ferait un régime, en fait, exactement. On fait le régime du téléphone, d'accord. Il y a une autre solution, ce qui est la morning therapy. Alors, le Miracle Morning, donc c'est une technique qui nous vient des États-Unis, donc qui est assez particulière. Vous allez comprendre pourquoi. C'est le fait de se réveiller, 1 heure avant son réveil chaque matin, et de consacrer 1 heure de cette matinée uniquement à soi, c'est-à-dire à des activités qui nous permettent, de nous sentir mieux, à savoir lire. Du style, lire quelque chose qui nous plaît pendant 10 minutes. Parce que ça, lire, c'est un luxe absolu, il faut avoir le temps. Voilà, donc ça nous permet de trouver ce temps-là. Écrire aussi, faire du sport, faire du yoga par exemple, méditer, visualiser des choses positives, faire pendant 1 heure tout ce dont on n'a pas le temps finalement de faire en une journée, quoi. D'accord. Là, on a de belles images, justement, où on voit des gens se détendre. Alors, Laurine, vous avez parlé de développement personnel tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ça? Le développement personnel aussi, la Miracle Morning fait partie de ces techniques de développement personnel. Donc, c'est à la fois se recentrer sur soi au travers de techniques particulières qui sont connues maintenant, je veux dire la sophrologie, la méditation, le yoga, qui nous permettent en fait aussi de nous déconnecter forcément et de faire un peu le lien avec son esprit. Enfin, Laurine, ça c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il faut qu'on aille prendre des cours? Est-ce qu'il faut qu'on parle à quelqu'un? Parce que seul, spontanément, quand on a avec son téléphone, on peut essayer de le mettre de côté et sans savoir comment faire du développement personnel. Alors, écrire ou lire, ça va à peu près. Oui, on peut se faire accompagner, mais
bizarrement, il y a des applications justement sur le téléphone qui existent, qui sont exprès voilà, de méditation. Ils sont sournois. Voilà, de pleine conscience, etc. Donc vous pouvez arriver toute seule à le faire. Et puis il y a des vidéos sur YouTube qui sont extrêmement bien faites, ou des sites internet qui traitent du sujet. Voilà. Mais après, oui, forcément, si on a envie d'être un peu plus guidé, on peut prendre des cours, tout à fait. Alors, on pourrait tout simplement lâcher son téléphone et regarder son interlocuteur les yeux dans les yeux plutôt que écran par écran aussi, ça serait une bonne idée? Oui, mais forcément, privilégier les relations humaines, interpersonnelles, c'est toujours mieux. Mais il faut quand même qu'on compose avec ce qui va arriver, c'est-à-dire que ça va pas s'arranger le fait que, voilà, qu'il y ait moins de numérique, il y en aura toujours et toujours plus. Par contre, ce qu'il faut prendre en compte maintenant, c'est de se dire de ne pas tomber dans l'excès, de ne pas tomber dans la pathologie, et donc de trouver les moyens qui vont nous permettre de couper à tout ça. De couper, d'accord. Alors on a vu une petite réaction s'afficher. C'est Isabelle qui nous disait qu'en 2007, elle avait fait un burn-out suite à du harcèlement moral. Elle a eu le réflexe, elle, d'aller consulter un médecin, donc elle en a parlé à quelqu'un. Et 6 mois après, elle a remis sa démission. Alors Laurine, le burn-out, on l'associe souvent à une pathologie professionnelle, mais ça peut être aussi autre chose. Alors, le burn-out, oui, quand on parle de burn-out à l'heure actuelle, c'est par rapport à la sphère au travail, mais il va être accentué, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à tous les facteurs extérieurs qu'on va avoir, hein, je veux dire, c'est-à-dire que si, en plus d'avoir sa journée de travail qui est assez compliquée, etc., le soir, on rentre chez soi, on doit aussi gérer les mails parce qu'on a, par exemple, programmé sur son téléphone la gestion des mails, puis on a des enfants en bas âge ou des problèmes familiaux qui viennent s'imbriquer où on a du mal à faire surface. C'est sûr que le lieu de travail qui était un lieu quand même de refuge, plus la difficulté à chez soi à relever la tête, ben forcément, là on décuple les facteurs de risque de burn-out. Forcément. On rappelle d'ailleurs la définition de burn-out. C'est un épuisement à la fois psychologique et physique. C'est un trop-plein. C'est un trop-plein, c'est quand on a plus de ressources en fait, pour faire face aux contraintes qu'on peut avoir, qu'elles soient organisationnelles ou relationnelles. Et en fait, quand on n'a plus d'adrénaline, parce que la définition du burn-out, le terme burn en anglais, c'est brûler. Donc, qu'est-ce qu'on brûle concrètement? On brûle l'adrénaline qu'on a dans le corps, l'adrénaline qui nous permet de vivre, tout simplement. Il faut la visualiser comme un réservoir. Et au fur et à mesure, on vide ce réservoir et l'organisme va se centrer uniquement sur les fonctions vitales, respirer, manger, etc. Donc, oui, ça peut être très loin, ça peut être terrible. Ah, ça peut être terrible. C'est sûr qu'un burn-out, on ne s'en remet pas en 15 jours. Hein. C'est plusieurs mois d'arrêt. Il y a un changement total de vie aussi. Hein, heureusement, on a vu Isabelle qui nous disait qu'elle n'avait pas oublié, mais qu'elle s'en était remise et qu'elle était quand même très attentive. Du coup. Laurine, vous avez parlé tout à l'heure de notre génération Y. On souffre, nous, trentenaires, de cette image d'être trop connectés. Ça nous est préjudiciable, notamment pour trouver du travail. Oui. Complètement, on a une image de geek, d'antisocial, de personnalité isolée, etc. C'est vrai qu'on a une mauvaise réputation. Maintenant, je pense qu'il faut quand même un peu promouvoir notre génération dans le sens où justement on a une capacité d'esprit de synthèse. On a une plasticité cognitive du coup de notre hyperactivité finalement qui nous permet de faire plusieurs tâches en même temps. Donc, et de les finir. Et les finir aussi, ça serait bien. Mais c'est l'arrivée de la génération Z aussi finalement. Alors génération Z, ce sont les enfants qui sont nés à peu près années 95-2000 qui vont arriver, donc qui ont une autre façon finalement de gérer tout ça. On était plus dans l'individualité et là on va vers des valeurs un petit peu plus sociales et collectives. Oui, vous avez bon espoir pour cette génération-là. Vous pensez qu'elle ne sera pas aussi individualiste que nous? Non, clairement pas, non. Parce que nous, on est vraiment dans une génération, les réseaux sociaux, les selfies, etc. Or que non, la génération Z qui arrive va revenir à des valeurs un petit peu plus antérieures en fait. D'accord. Alors une dernière réaction, c'était Marwena qui nous disait « Quand va-t-on comprendre qu'instaurer plus de prévention RPS au travail aura des incidences sur les chiffres d'absentéisme et développera un meilleur vivre ensemble au travail ?» RPS? Risques psychosociaux. Donc c'est votre spécialité. Oui. Et alors comment est-ce qu'on fait pour instaurer plus de prévention de ces risques? Plus de prévention, c'est la communication déjà auprès des dirigeants d'entreprise, hein, ça c'est sûr. Hein, vraiment
la stratégie de la performance, elle a ses limites. À un moment donné, il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience sur la qualité de vie au travail, mais pas pour saupoudrer, faire bien, qu'il y ait une vraie qualité de vie au travail qui prenne place. Ça se fait dans d'autres entreprises. Je veux dire, les plus grands groupes, certes, comme Google, Amazon, etc., le font. Alors pourquoi pas nous, à un moment donné Alors il y a un petit clin d'œil, c'était une phrase d'Einstein. Je crains le jour où la technologie dépassera les capacités humaines. Le monde risque alors de voir une génération de parfaits imbéciles. On lui laissera le mot de la fin. Je vous remercie Laurine. Je vais vous annoncer que demain, à votre place, nous allons recevoir le docteur Anis Madja. Elle est pédopsychiatre et elle va répondre à la question pour ou contre la fessée, comme principe éducatif. Bien entendu, on a tous entendu ça ne fait de mal à personne, mais rien n'est moins sûr. Donc je vous donne rendez-vous demain, même endroit, même heure. Merci beaucoup Laurine pour toutes vos explications. Et maintenant, éteignez ces téléphones, éteignez la télé, il n'y a plus rien à voir. Rendez-vous demain. Ciao.